Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette édition de Scène de presse du 23 février 2025. Dans un article publié en ligne le 19 février dernier, le journal Le Monde écrit, je cite, « Le gel des aides américaines alimente la crainte d'une reprise de l'épidémie de sida. Des gens vont mourir. » Malgré la dérogation accordée par les États-Unis, le dispositif mondial de lutte contre le VIH, qui cause toujours 630 000 décès par an, et dont 60% en Afrique, est bouleversé. La fébrilité est à la hauteur du poids des États-Unis dans les financements mondiaux en faveur de la lutte contre le virus qui contamine toujours plus d'1 million de personnes par an. Au centre du séisme provoqué par la décision américaine, l'agence spécialisée des Nations Unies, ONU-SIDA, dont la moitié du budget dépend de l'USAID. ONU-SIDA tente donc de faire face à ce problème. Évidemment, comme vous, comme nous, sur ce plateau de Scène de presse, vous vous posez beaucoup de questions. Qu'en est-il du Cameroun? Quelle est l'ampleur? Quel est l'impact du gel de l'aide? Et surtout, quelles sont les mesures prises par l'État et ses démembrements pour combler le gap? Pour en parler, la CRTV a fait venir dans ce studio le docteur Joseph Fokam qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai. Et merci d'être là. Vous êtes le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre le sida. Vous direz merci à monsieur le ministre de la Santé publique qui vous a autorisé à être là. En face de vous, professeur Paul Batibona, bonsoir. Bonsoir. Il est diplomate, directeur de recherche au CREDIS. Merci d'être là également. Journaliste, c'est Charles Ebounet, bonsoir. Bonsoir, c'est vrai. Grand reporter à la CRTV. Nous serons rejoints tout à l'heure par Joseph Mbengboum, qui est journaliste également, directeur de publication d'Eco-Santé. Je termine avec Yaya Bello d'Alaïlou. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai. Merci pour l'invitation. Merci de nous faire l'honneur d'être là. Vous êtes analyste des idéologies politiques, homme politique également. Et justement, il y a eu quelque chose d'assez pertinent cette semaine. Quelque chose qui a été commenté par la presse nationale. Il s'agit bien de la visite de travail du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et le ministre de l'administration territoriale qui était dans l'extrême nord, une région, écrit le journal Terre Promise au cœur de toutes les attentions. Ferdinand Gongo et Paul Atangangui sont allés dans le but d'adresser quelques-uns des problèmes les plus urgents auxquels les populations font face. Sur le sujet, le quotidien Mutation parle d'une visite de clarification qui aura permis au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, de recevoir ce que nous rappelle l'hebdomadaire La Croix du Septentrion, eh bien, de recevoir les orientations stratégiques des élus. Alors, on va utiliser la une du quotidien Le Messager pour poser la question. Quels sont les non-dits de cette mission? Je commence par Yaya. Alors, les non-dits par rapport à la mission, enfin, j'ai envie de dire double mission du ministre et secrétaire général de la présidence de la République et aussi du ministre de l'administration territoriale quelques jours avant lui, sont nombreux, ces non-dits. C'est vrai, la principale préoccupation, c'était les conséquences des inondations qui ont eu lieu l'année passée, en fin d'année passée. Maintenant, la réaction du gouvernement ne s'était pas fait attendre parce que le gouvernement a effectivement réagi. Mais maintenant, est-ce que donc cette réaction cadre avec les aspirations des populations? Je crois que c'était la question. Notre avis, c'est que les populations elles-mêmes se sont exprimées, mais les populations en demandent plus parce que avant même ces inondations, vous avez des infrastructures routières qui sont en état de délabrement très avancé, notamment la route nationale numéro 1, Gaoundéré-Garoua, et également la route nationale numéro 1, Mora-Koussiri. Maintenant, les inondations sont venues accentuer le mal-être, le mal-vivre de ces populations. Maintenant, les populations elles-mêmes ont dit au gouvernement il faut que l'État renforce sa réaction, c'est-à-dire l'État procède au renforcement de l'enveloppe qui va permettre la reconstruction de ces infrastructures. Donc, les élites également, c'est-à-dire les maires locaux, ont également adressé un plaidoyer au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République pour que cela soit transmis directement au président de la République. Il s'agit là aussi de venir renforcer la reconstruction de cette partie du pays. Charles Ebounet,
Nous sommes en 2025, c'est une année électorale. D'autres pensent que c'est le début de la campagne. Non, je ne pense pas parce que ce n'est pas la première fois que le président de la République dépêche une délégation lorsqu'il y a un problème dans une zone. Je pense que l'année dernière déjà, le ministre de l'administration territoriale et même le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, Mounouna Futsu, ont fait le déplacement. Maintenant, le président de la République a estimé qu'il fallait envoyer d'autres missions d'inspection, d'avoir d'autres informations vis-à-vis ce qui se passe à l'extrême nord. D'abord, avant l'arrivée du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre de l'administration territoriale était déjà là, avec les enveloppes pour régler certains problèmes basiques. Après, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, en l'occurrence Ferdinand Gongo, est arrivé avec un ordre de mission, de ma compréhension, qui durait une journée. Alors, professeur, docteur, je voulais savoir, cette visite qui a été fortement médiatisée, il faut le dire, les journaux ont relayé suffisamment cette information, vous voyez quelle retombée possible, au-delà de tout ce qui s'est dit, tout ce qu'on a vu? Oui, peut-être déjà au plan médiatique, il n'y a pas que les journaux, il y a les médias sociaux qui ont eu des morceaux choisis des séquences de cette visite et qui ont permis d'autres interprétations. Donc c'est évidemment bienvenu de penser aux retombées. Sur le plan médiatique, peut-être qu'il faudrait voir qu'il y a eu un effort de transparence, en ce sens que l'État communique sur ce qu'il fait. Les populations ont des revendications à faire, l'État écoute, et peut-être qu'il y a une amorce par rapport, il a évoqué l'année électorale, peut-être que c'est un changement dans la dynamique communicationnelle. Vous savez, à partir du moment où, en médiation politique, à partir du moment où il n'y a pas intercompréhension, où il y a rupture de communication et de compréhension, les conflits prennent une autre dimension. Mais à partir du moment où, comme on a vu, il y a eu consensus, où les uns ont compris que les autres ont des problèmes à poser en dehors de ce qui faisait l'objet de la mission officielle, peut-être qu'il y a une interprétation des faits que le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, va répercuter au niveau du chef de l'État, probablement qu'on pourrait avoir à l'avenir, ou peut-être, tout au moins pour cette année, une autre façon de communiquer, ou alors une actualisation de la communication officielle, de la communication politique, entre le haut et le bas, entre la base et la hiérarchie, pour que nécessairement il y ait une amélioration. Oui, justement, Séverin, j'ai eu la chance, durant les grandes vacances de l'année passée, de faire une visite au Grand Nord. Et cette visite a coïncidé avec le début des inondations dans le septentrion. Et nous, du côté santé, on a vu directement comment est-ce que le ministre, le docteur Manuel Marachi, a dépêché une équipe de gestion d'incidents. Et donc, avec l'équipe de gestion d'incidents, on a pu mitiger au maximum les conséquences. Les conséquences auraient été beaucoup plus graves. Et quand je le dis, c'est parce que en ce moment, lorsqu'on le faisait, cela n'avait aucune incidence politique. Il avait été question de sauver des vies, il avait été question de rassurer les populations et de les déplacer des zones à risque vers les régions, vers les zones les plus sécurisées. Il y avait risque d'autres pathologies multiples qu'on pourrait avoir. Et c'est autant d'éléments qui ont permis de prévenir ces différentes maladies-là. Et comme vous savez, la prévention, ce n'est pas quelque chose de visible. Mais en fait, la prévention, il faut être un expert pour comprendre que si on a mené tel type d'activité, cela a réduit l'impact des conséquences sanitaires peut-être de 20, 30, 40, 50%. Et donc, je sors de là également pour parler un peu en gros, que les élites aussi du Nord et du Grand Septentrion, nous les voyons aussi mobilisés
dans cette cause. Et chacun vient aussi selon son expertise, selon son domaine de compétences. Et peut-être pour parler toujours de ceux qui agissent dans le domaine de la santé, on a vu le ministre agir à l'extrême nord. On a vu cette semaine également d'autres élites, le ministre avec le docteur Ousmane Diaby agir dans Adamawa, toujours pour rassurer les populations en termes d'offrir des campagnes de santé gratuites, dépister les cas malades et donner gratuitement le traitement. Et le mois qui vient, on est également au courant d'autres élites dans le nord. Et donc, du coup, au bout du compte, les élites. Est-ce que ça va pas compris... faire des envieux? Je m'adresse à l'homme politique. C'est bien. Le journal Terre Promise nous dit aujourd'hui l'extrême nord est au cœur de toutes les attentions. Il n'y a pas que l'extrême nord. Est-ce que ça ne peut pas créer un autre effet, d'autres revendications, par exemple? C'est évident que chaque chapelle, disons comme ça, puisse défendre ses pèlerins, sa position. Parce que là, nous parlons de l'extrême nord, qui est cette région qui a subi beaucoup plus de catastrophes ces 5 dernières années, parce que les inondations que nous avons eues l'année passée n'étaient pas les premières. Parce qu'on est à peu près sûr que chaque saison de pluie, eu égard au relief très plat, on est à peu près sûr qu'on aura des inondations. Maintenant, est-ce qu'il y aura des débordements? Ça, c'est la question. Donc, l'extrême nord, forcément, durant ce mandat, parce qu'on parle de l'agenda politique là, durant ce mandat, est la région qui a le plus souffert des catastrophes au Cameroun. Alors, lorsque les membres du gouvernement, notamment le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et le MINAT sont descendus sur le terrain, d'ailleurs le MINAT est descendu plusieurs fois depuis ces inondations-là, 2 mots reviennent: reconstruction, relance économique. Et vous avez bien fait de souligner que le gouvernement a procédé au déblocage de la somme de 1 milliard de francs CFA pour les riziculteurs. C'est une bonne chose parce qu'il faut dire que ça va permettre de relancer l'économie de ce côté qui est basée essentiellement sur l'agriculture. Parce que quand il y a une inondation, les champs sont emportés. Alors ma question, c'est que d'autres régions ont peut-être des problèmes d'un type particulier qui ont aussi besoin de secours. Est-ce que ça ne va pas engendrer... Je comprends parfaitement ta question. Il y a un mot qui revient au Cameroun chaque fois chaque région est frappée, la solidarité. Mais pour revenir sur la question de l'extrême nord, les premières retombées de la visite du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, vous aurez constaté que le ministre des enseignements secondaires va payer 117 millions de francs CFA pour payer les frais de scolarité pour environ 8000 enfants qui composeront les examens officiels. Vous avez constaté que hier, le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Meï, a réuni tous les acteurs liés avec le plan présidentiel pour la reconstruction de l'extrême nord, avec un montant d'environ 600 milliards. J'espère que j'ai les chiffres correctement. C'est correct. Ma question, c'est de savoir, est-ce que cette démarche-là ne va pas engendrer d'autres problèmes? C'est ça le fond de ma question. Et vous ne voulez pas répondre à cette question? Le Cameroun a toujours fonctionné comme ça. Quand c'est l'extrême nord qui est frappé, on trouve les solutions pour régler. Pour l'instant, ce qu'on peut régler. Quand c'est le littoral, on le fait. Quand c'est le sud-ouest, on le fait. Quand c'est le nord-ouest, on le fait. Pour le lac Nyos, on avait procédé de la même manière. Quand c'est l'ouest, c'est pas unique à l'extrême nord, c'est pas unique. Même quand il y a les problèmes au sud, il y a toujours les solutions qu'on peut trouver pour l'instant. Et long terme, moi, je comprends, étant à l'extrême nord, étant au nord et même dans l'Adamawa, les problèmes de long terme pour ces régions, c'est les problèmes de tout le Cameroun. La route, infrastructure sanitaire, énergie. Si vous allez à Bafoussam, ça sera la même chose. Si vous allez à Fourawa, ça sera la même chose. C'est vrai que les degrés de ces problèmes sont différents, mais ce n'est pas tout. Alors, je vais ajouter, je pense que c'est tout à fait normal que, disons, chaque région, chaque entité puisse exprimer au pouvoir politique ses aspirations. Maintenant, c'est au pouvoir politique donc, de procéder aux arbitrages en fonction de la disponibilité des moyens de l'État. Pour moi, c'est un jeu normal en termes d'interaction
entre le pouvoir central et ses populations. C'est-à-dire que les populations expriment, les citoyens expriment leurs besoins. Parfaitement. Mais maintenant, le pouvoir central procède donc... Vous savez comment Boya a été goudronné, non? Quand le comprend. président arrive à Boya avec l'éruption du Mont Cameroun, constate que Boya n'est pas goudronné, le président donne les instructions qu'on goudronne Boya. Je vais poser la question autrement. Tout ce que nous évoquons, c'est des problèmes qui vont revenir, hein, les routes, etc. Ma question, en fait, c'était de savoir est-ce que la démarche nous conduit à des solutions à long terme. C'est ce que je voulais demander, le cas des riziculteurs. Est-ce qu'il ne faut pas penser le développement autrement? Est-ce qu'il ne faut pas penser une autre démarche plus globalisante? Oui, moi je pense qu'il faudrait naturellement mettre en œuvre des démarches beaucoup plus globalisantes. C'est important, surtout si on veut gouverner, c'est aussi prévenir. Et prévenir voudrait que nous écoutions également ces experts qui ont travaillé dans la région du Septentrion pour déjà prédire les futurs cas d'incidents qui pourraient arriver dans la région. Et tout le monde parlait du DIC. Oui, justement. Il faut trouver un DIC qui va durer à long terme. Il faut trouver un DIC qui va durer à long terme pour pouvoir budgétiser. Et comme on le dit si bien... Il faut tenir compte des prévisions qui sont très souvent publiées par l'Observatoire. Je crois que c'est des choses, oui. Exact. Et donc, nous estimons que si on réussit à mettre en place un système efficient, qui a même déjà commencé, on pourra aisément déjà mitiger les conséquences et même redéployer d'autres ressources qu'on aurait dû utiliser si on n'a pas mis en place un système de prévention solide. On pourra donc les redéployer pour agir dans d'autres régions. Sans oublier que d'autres régions également ont des problèmes similaires. Moi, par exemple, qui viens du sud-ouest, au sud-ouest, il faut y aller pour comprendre les réalités du sud-ouest également. Au nord-ouest, j'y ai été en mission, ça fait juste un mois. Quand tu y vas, tu comprends que le nord-ouest et le sud-ouest ont des similarités, mais ils ont aussi des différences criardes. Donc, c'est autant de particularités que nous estimons qu'il n'est pas aisé d'agir partout au même moment avec les mêmes ressources. C'est vrai, peut-être une seconde. Quand il a parlé du nord-ouest et du sud-ouest, la principale chose que les gens du sud-ouest demandaient et que vous n'attendez plus, tant que la route Kumba-Manfé n'était pas goudronnée, pour eux, il n'y avait pas le développement dans le sud-ouest. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça fonctionne, personne n'en parlait plus. Et quand vous arrivez dans le nord-ouest, tant que la ring road n'est pas complétée, faites tout ce que vous voulez faire dans le nord-ouest, il n'y a rien. Exact. Sur la démarche. Sur la démarche, je pense qu'il y a un problème de fond. La culture de la prévision dans notre pays, en Afrique en général, et dans notre pays en particulier. Quand vous voyez la démarche des Chinois, par exemple, tout est planifié sur des décennies. Et lorsque l'action suit, on a l'impression que c'est mieux coordonné et que les problèmes sont mieux pris en charge. Chez nous, nous avons beaucoup de problèmes au niveau de la perception. Les populations ont l'impression que lorsque l'État central a fait quelque chose dans une région, les autres régions se sentent oubliées. C'est comme si elles sont oubliées. Et on entre dans la logique de l'urgence. Tout est à faire en urgence partout parce qu'il y a certes la solidarité, mais il n'y a pas une bonne compréhension des situations d'urgence à travers le pays. Cela fait que quand on dit qu'on va s'occuper, peut-être, prenons une région de l'Ouest, l'Est commence à dire nous aussi. Quand on a commencé à implanter des universités dans certaines régions, les autres ont revendiqué des universités. Et ils ont eu. Et elles ont eu, mais il faut peut-être que cela soit naturellement planifié, que les uns et les autres sachent que ça viendra, à quel moment, et quelle est la logique de l'État central dans tout cela. Et cela doit être appuyé par une bonne communication, parce qu'à partir du moment où il y a le sentiment d'être oublié, on ne comprend plus, on n'écoute plus. À partir du moment où on n'a pas de précision sur la ring road, quand est-ce qu'elle va finir, quel segment va être construit à quelle période, on reste dans l'expectative et il n'y a pas un sentiment d'assurance et de confiance. Alors, je crois que la solution viendrait aussi du renforcement de la décentralisation.
parce que le Cameroun, depuis la constitution du 18 janvier 1996, est un État unitaire décentralisé. Et la décentralisation suppose un transfert de compétences et un transfert de ressources pour accompagner ces compétences. Donc je crois qu'il faut renforcer la décentralisation pour que les collectivités territoriales décentralisées ne soient pas toujours amenées à tendre la main au pouvoir central. Parce que j'ai entendu le terme pouvoir central revenir plusieurs fois. État central plusieurs fois. Donc je crois qu'il faut renforcer la décentralisation, permettre aux collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les régions, les communes, d'être des véritables acteurs du développement local pour qu'une région soit, par exemple, capable de dédommager les agriculteurs, les riziculteurs, par exemple, ou alors de remettre en place une école ou centre de santé qui est détruit sans attendre Yaoundé. Il ne faut pas que dans un État décentralisé, qu'on tende toujours la main au pouvoir central. On a beaucoup parlé de la communication, de l'effort de communication autour de cette actualité cette semaine. Je voudrais qu'on revienne là-dessus. À la une du tri hebdomadaire le soir, on peut lire les populations de Yagua, de Maga et de Kousseri ont largement apprécié la visite d'évaluation du SGPR, information partagée par le journal La Météo, qui indique que dans le Logo-Néchari, les populations s'engagent à voter Paul Biya plus que par le passé. Elles ont pris cet engagement le 16 février dernier devant l'émissaire de l'Homme du 6 novembre. L'œil du Sahel nous entraîne sur le chemin de la compréhension de l'insécurité alimentaire dans l'extrême nord, où 8 749 riziculteurs ont reçu, dans le soulagement total, selon Réalité Plus, une compensation de plus d'1 milliard autorisée par le président de la République. Tout à l'opposé de ces publications, le journal satirique Le Popoli parle du kidnapping avorté de Ngongo et le bi-hebdomadaire Le Point rapporte un acte qui ne serait pas passé inaperçu et qui trahit l'état des relations dans tout le septentrion entre l'élite locale et le bas peuple abandonné. Ce qu'Info Matin décrit finalement comme étant un véritable pied de nez aux manipulateurs des réseaux sociaux. Alors, c'est une sortie de piste de plus pour la presse locale, vous l'avez félicité tout à l'heure, mais elle a failli nous emporter ailleurs alors que l'événement était tout ailleurs aussi. Je pense que vous... Objectivement. Non, je pense que tous les journaux, chacun a raconté les vérités selon ce qu'il a vécu. Vous ne pouvez pas nier, selon les images qui ont été diffusées dans les réseaux sociaux, qui ne sont pas démenties, que les populations n'ont pas demandé au SGPR, que le temps accordé pour discuter avec eux était petit et qu'ils devaient les recevoir. Ça, c'est une vérité. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a décidé de les écouter. Il a été envoyé par le président de la République. Il a passé une nuit avec eux à Kousseri, ce qui est normal. Kousseri, c'est une ville camerounaise. C'est ça le kidnapping? Non, ce n'est pas le kidnapping. Le kidnapping c'est un mot utilisé par le journaliste et il a droit à son mot. Vous savez, au XXIe siècle, il y a ce qu'on appelle la sensation du journalisme. Mais je vais sortir en disant ceci. Il faut que ceux qui nous gouvernent comprennent une seule chose aujourd'hui. La communication au XXIe siècle se résume à une seule phrase. C'est lui qui communique en premier lieu. Même s'il a menti, est considéré comme celui qui a donné la vérité et la version correcte. Je conseille donc à tous ceux qui nous gouvernent de s'armer avec les agents de communication rapides qui sont capables de communiquer à l'instant tel que les événements se déroulent. Si aujourd'hui on a dit que vous êtes kidnappé et que le lendemain vous sortez les images avec les militants du RDPC qui vous saluent au nom du chef de l'État, on vous dit vous avez organisé ça après. Aujourd'hui, il faut que nous prenions la communication très très au sérieux. Oui. Je vais réagir à la suite de Charles pour dire que j'ai effectivement lu ce que Popoli a affiché, le kidnapping manqué, mais je pense que c'est un figure de style. Oui. Et un figure de style, pourquoi? Parce qu'on a vu un SGPR complètement décontracté, en t-shirt noir, casquette, qui descend au fond de la communauté et qui écoute les populations avec un rapprochement de proximité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les personnes se sentent libres de s'exprimer. Au SGPR, c'est l'expression la plus absolue
de la liberté d'expression dans un contexte comme le Cameroun. Et je pense que là, le SGPR, en les écoutant, avec leur frustration, le Populi l'a traduit en une forme de kidnapping. C'est pourquoi, pour moi, c'est une figure de style. C'est une figure de style. Et qui, au fond, traduit également le fait que le Cameroun permet à ses constitutions de s'exprimer. Et je crois qu'il va rentrer avec les réalités pour des solutions réelles. Tout à fait. À partir du moment où les populations n'ont pas l'impression qu'elles sont écoutées quand elles envoient des doléances à travers les relais qui sont à leur portée, elles se disent, pour une fois que le secrétaire général de la présidence, qui est l'une des plus proches personnalités à travailler avec le chef de l'État, pour ne pas dire l'oreille du chef de l'État, on ne doit pas rater l'occasion d'envoyer un message qu'il pourra transmettre sans toute autre forme. Donc, à partir de ce moment, je pense qu'au niveau de la haute administration, il faut comprendre le besoin de communiquer, le besoin d'être compris et peut-être actualiser les technologies gouvernantielles en la matière. Sinon, on va donner l'impression que seul le Populi a raison et que tous les autres ont tort, alors qu'en fait, c'est un échange d'informations qui aurait pu être classique. À l'issue du séjour des hauts responsables de l'administration publique dans la région de l'extrême nord, je vous propose d'écouter ces réactions collectées par la rédaction TV sur le terrain. Merci infiniment. Soyez sûr que je vais lui transmettre tout ce que vous m'avez dit. Le message de soutien, les préoccupations qui sont les vôtres et la garantie qu'il va avoir 100% à l'élection. L'annonce par le président Donald Trump du gel pendant 90 jours de l'aide publique au développement distribuée par l'agence USAID suscite beaucoup de commentaires. La nouvelle administration américaine entend passer au crible tous les engagements de l'agence à l'aune de son mot d'ordre « America First ». Et elle fragilise d'ores et déjà des piliers essentiels de la riposte contre le sida à travers la remise en cause des dispositifs de prévention, la moindre prise en charge des populations les plus exposées. Le 20 février dernier, à Strasbourg, on a reconnu que la décision du président américain de suspendre l'aide internationale a un impact négatif sur des millions de personnes dans le monde, y compris en Europe. Et face à cette situation, les États membres du Conseil de l'Europe sont appelés à redoubler d'efforts pour défendre les principes de l'organisation. Il faut rappeler également que le désengagement des États-Unis ébranle la communauté scientifique. Alors, peut-on, au plan diplomatique, comprendre la fébrilité observée depuis l'annonce de Donald Trump? Je pense que c'est compréhensible des montants importants sont consacrés par le gouvernement américain à travers l'USAID à différents soutiens, différentes formes d'aide. À partir du moment où on annonce sans détail, sans précision, que ces montants sont... En fait, cette aide est suspendue, chacun aimerait savoir ce qui va arriver. Parce que les États-Unis, à travers l'USAID, financent des ONG, des États, des programmes, y compris les organisations internationales. À partir du moment où on dit que c'est à l'arrêt, chacun veut savoir s'il est affecté et à quel niveau. Mais quand on sait qu'il y a certaines organisations internationales qui financent les États, mais recevant des dotations de l'USAID, ça complique encore l'analyse de la situation. Mais aujourd'hui, on peut se dire, si les États-Unis financent des structures en Europe, en Afrique et dans d'autres continents, c'est normal que le monde entier s'en émeuve. Mais je pense qu'en tant qu'Africains, il nous revient d'évaluer jusqu'où nous sommes affectés et quels sont les différents aspects, les différents points qui sont touchés. On ne peut pas empêcher un pays de prendre des décisions souveraines pour préserver ses intérêts, parce que chaque État défend ses intérêts seulement jusqu'où on est affecté et comment ça peut aussi affecter. Sauf que l'impact de ces décisions
est suffisamment important pour le monde entier. Ce n'est pas seulement l'Afrique, c'est-à-dire que dès lors que la décision a été prise, c'est tout le monde entier qui s'en émeut. L'USAID soutien est présent dans 120 pays. Donc au moins 120 pays devraient s'étonner de ce qui pourrait en advenir. Alors, je crois que le monde entier apprend à connaître de nouveau Donald Trump, qui est imprévisible. Et aussi, le monde... Mais sur ce coup-là, il n'est pas imprévisible, il l'a dit. Hein. Pendant la campagne, il a prévenu. Ben, je crois que peu de personnes auraient misé qu'il irait aussi très très vite. Donc, surtout en termes d'impact que cela crée, parce que c'est l'un des décrets qu'il a signé depuis le premier jour d'investiture. Donc, c'est allé très très vite. Le monde entier a redécouvert le poids des États-Unis dans le contrôle des finances sur les organisations internationales. Je crois que pour nous, c'est important de mesurer le poids de notre dépendance par rapport au financement extérieur et maintenant d'envisager dans le court moyen terme des mécanismes qui vont permettre au Cameroun d'assurer sa souveraineté, ne serait-ce que sur le plan sanitaire. Parce que là, on parle de plusieurs millions de personnes concernées par cette aide pour lutter contre le VIH, la tuberculose et autres maladies. Donc je crois que c'est important pour nous d'évaluer notre système et j'ai la ferme conviction que le ministère de la Santé est à pied d'œuvre sur ce sujet. Merci beaucoup Yaya Bello, merci de nous avoir accordé ce temps et pour vos analyses aussi. On va bientôt accueillir Joseph Mbeng Boum, qui est journaliste, directeur de publication d'Eco-Santé, qui va prendre votre place. Mais je continue avec Charles Sebouné. Le président Donald Trump, il ne fait pas les choses au hasard. Il ne fait pas les choses au hasard. Mettons les données sur la table pour comprendre mieux de ce qui se passe. Chaque année, les États-Unis dépensent environ 70 milliards de dollars en termes d'assistance humanitaire dans le monde, y compris le budget de USAID qui est environ 50 milliards. Lorsque l'administration Trump arrive au pouvoir, ils disent entre 2001 et 2024, les États-Unis ont dépensé environ 2 milliards de dollars au Cameroun, c'est-à-dire presque 3 000 milliards de francs CFA, presque la moitié du budget actuel de l'État du Cameroun, presque la totalité de la fiscalité et des revenus collectés dans ce pays chaque année par l'administration fiscale. Et avec un chiffre annuel d'environ 120 milliards. Et quand Donald Trump analyse ces statistiques, il pose d'abord la question: pourquoi les citoyens américains doivent dépenser autant d'argent dans un autre pays? Je peux prendre le Nigeria, environ 1 milliard de dollars dépensés pour son chaque image année. Aussi. C'est pour son image. J'arrive. Mais là où ça pose un problème, il le fait parce qu'il veut redorer l'image des États-Unis. Donc, il a intérêt à le faire. Sous la soft power diplomacy. Mais là où ça pose un problème pour l'administration Trump, n'oublions pas que l'administration Trump fonctionne sur la base d'une administration transactionnelle, pas une administration transitionnelle ou bien la gestion classique. Il dit, je ne peux pas comprendre qu'on veut aider les gens en Afrique du Sud contre le sida, mais le budget de USAID en Afrique du Sud est environ 100 milliards de CFA, dedans un chiffre comme ça, mais 70% de ce budget est dans le domaine des opérations, c'est-à-dire payer les managers, le directeur de pays, tout ça, c'est-à-dire, et simplement 30%, c'est-à-dire pour lutter vraiment, acheter les médicaments et tout ça, et tout ça. Il dit, arrêtons, je revois ça. Joseph. Oui, alors, vraiment, c'est une question qui préoccupe. Je crois que ce sont des questions qui préoccupent Donald Trump depuis son premier mandat. Il y a aujourd'hui un véritable problème au niveau de la gouvernance des ressources. On a comme impression qu'on met plus de ressources dans le fonctionnement
que dans l'action. Ça veut dire que vous constaterez par exemple que... Est-ce que ce n'est pas le monde qui fonctionne comme ça? Alors, le monde fonctionne comme ça, mais décidément, peut-être pour les pays développés, c'est une chose. Mais pour des pays sous-développés ou en voie de développement, il y a quand même lieu de s'interroger. Parce que rien ne nous explique que depuis des années, les fonds qui sortent de l'USC sont utilisés comme vous le dites, mais subitement on dit arrêtez, on va... Bon, mais vous savez que Sévérin, le changement est toujours venu par un homme. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un à un moment donné qui questionne la façon dont les choses se passent et qui se dit, est-ce qu'il n'est pas temps de revoir la copie? La question que je pose à monsieur le secrétaire permanent du comité de lutte contre le sida, alors, tel que ça se passe depuis que l'annonce a été faite, il y a une panique générale. Est-ce que le coup est aussi dur à encaisser au Cameroun qu'ailleurs? Est-ce qu'au ministère de la Santé, vous sentez quelque chose qui s'est passé ou bien vous minorez un peu ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai, il y a une panique générale et j'écoute les débats ici, mais surtout, vous avez dit un mot. Est-ce que ce n'est pas le monde qui fonctionne comme ça? Et ça, je crois que vous l'avez puisé d'une sagesse et je voudrais bien rebondir dessus pour peut-être un peu situer le contexte. Le monde entier est dans un contexte de rareté des ressources. Les États-Unis, l'Europe, la Chine, tous ces pays ont des difficultés en termes de soutenabilité de leurs dépenses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à demander à tous les pays à ressources limitées de mettre en place un programme de durabilité, de soutenabilité basé davantage sur les fonds domestiques. Donc, voilà ce qui se passe au niveau mondial. Alors, lorsque vous regardez le décor ainsi planté, Donald Trump qui arrive, à mon avis, met en place l'agenda du gouvernement américain pour assurer leur durabilité. Et donc, pour le faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut couper les ressources. Et qu'est-ce qui se passe aussi dans d'autres pays? Et on va les ressentir d'ici bientôt. Les autres pays aussi en Europe demandent déjà à réduire leur cagnotte de contribution au niveau international de 20% environ. Donc, c'est une situation mondiale qui n'est pas qu'américaine, sauf que la plupart des incidents dans le monde entier commencent par les États-Unis et puis vont s'irradier par la suite. À cause de leur dominance dans presque toute activité humaine. Dans l'aide internationale, il n'y a presque aucune structure dans le monde où les États-Unis sont impliqués ou ne sont pas les premiers donateurs. Oui, il est difficile de voir. Exact. Et donc, dans le contexte qui s'y prête actuellement, USAID, on l'a si bien dit ici, l'agence américaine pour l'aide au développement international appuie plusieurs pays, 120 pays, comme le professeur l'a souligné, dans la sécurité, l'éducation, l'agriculture, et j'en passe pour finir avec la santé. Et dans le côté santé, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis appuient les programmes de lutte contre le sida dans 55 pays du monde entier. Et cela va à hauteur de 20,6 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Et c'est vrai, si on regarde 20,6 millions, cela représente plus de la moitié des personnes qui vivent avec le VIH dans le monde entier. Parce qu'actuellement, on a environ 40 millions de personnes. Mais est-ce qu'au ministère de la Santé publique, on est conscient de la peur que suscite justement cette démarche des États-Unis? Justement, parce que le patient camerounais, il ne sait plus à quel sens se vouer. Enfin, je ne veux pas parler des personnes vivant avec le sida. Tout le monde, parce que ce n'est pas seulement le programme sida, il y a d'autres programmes qui sont impactés. Est-ce qu'au ministère de la Santé publique, on a pris la pleine mesure de ce qui se passe? Justement, là, nous avons reçu ce 25 janvier 2025 le communiqué officiel, mais il faut dire que le ministre de la Santé, le commandant Malachi, avait déjà commencé depuis l'année passée à mettre en place un plan de durabilité de la riposte, voyant déjà venir cette rareté des ressources au niveau international. Ce n'est pas aujourd'hui que les ressources ont commencé à baisser. Et donc, du coup, avec cette baisse graduelle des ressources, qu'est-ce que le ministère de la Santé a fait? On a mis en place ce qu'on a appelé le plan de soutenabilité de la riposte. Et dans ce plan de durabilité de la riposte, le gouvernement a pris des actions qui reviennent dorénavant du côté pays. Et si on parle vraiment du cas du VIH particulièrement, dans le cas du VIH, le gouvernement a mis en place ce que nous appelons et qui est très bien connu, la couverture santé universelle. Et là, je parlerai seulement de la couverture santé universelle, le côté sida, pour qu'on reste dans le contexte. On va revenir là-dessus.
la décision des autorités américaines, elle a des répercussions qu'on ne pouvait pas imaginer. Il n'y a pas que la santé, hein. L'aide humanitaire en général. Il y a des ONG qui reçoivent les financements de l'USAID dans le domaine des droits de l'homme, etc. La presse, nous en avons parlé tout à l'heure. Oui, mais est-ce que tout cela ne nous fait pas peur? En réalité, pour le Cameroun, cela ne devrait pas faire peur si on avait pris un certain nombre de dispositions à l'avance. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on observe, c'est que le ministère de la Santé a pris une option qui vise à réduire la dépendance, ou alors, comme on dit, mitigation, à réduire l'impact de cette suspension. Mais en même temps, je pense que peut-être que les ambassadeurs américains à travers le monde ont écouté les cris, les réactions des uns et des autres. Parce que quand on voit la mesure, la pause que le gouvernement américain a adoptée... Oui, le 1er février, après une semaine de bouleversement et de suspension des activités, ça veut dire que le gouvernement a accordé une dérogation limitée permettant la reprise de certains programmes avec des directives spécifiques pour le VIH. Mais tout le monde estime que cette dérogation est floue, ce n'est pas assez clair. Non, peut-être qu'il faut faire une précision. Il faut faire une précision. Oui, allez-y. L'approche de Donald Trump, pour ceux qui ont lu notamment son livre sur l'art du deal, il a une approche, comme il a dit, transactionnelle. Mais en général, qu'est-ce que ça veut dire? Il prend une position que les experts français appellent la sidération. C'est-à-dire, il adopte une position qui vous sidère et il attend votre réaction. Et c'est après la réaction, qui est le deuxième moment, qu'il passe à l'action dans un troisième moment pour s'assurer qu'il a sécurisé des gains. Autrement dit, sur le plan de la stratégie de négociation, pour moi, il faut, quand on dit imprévisible, c'est peut-être mal le connaître ou alors pas analyser selon les outils de certaines disciplines qui permettent de simplifier plutôt. C'est quelqu'un qui veut gagner en tout. Donc, même dans ce que les États-Unis donnent au monde, il veut voir ce que les États-Unis gagnent, y compris dans l'aide humanitaire. Ce qui veut dire que si le Cameroun se sent entre guillemets, agressé, touché par cette mesure, la suite dépendra de la réaction du Cameroun. Comment est-ce que la diplomatie camerounaise aborde les États-Unis pour parler de cette circonstance? C'est vrai, je pense, quand vous évoquez le mot la peur, est-ce que nous ne devons pas avoir peur? Je n'irai pas aux chiffres. Annuellement au Cameroun, l'assistance en matière de santé du gouvernement américain, c'est environ 80 milliards, y compris dans le secteur privé. Je suis sûr que dans côté gouvernement, c'est environ 55-56 milliards. Donc, quand vous avez déjà un trou de 55 milliards dans le budget du ministère de la Santé, parce que les gens pensent que Motazé a gardé l'argent quelque part, Motazé, le ministre des Finances. Non, le budget, c'est une prévision. Quand vous prenez les mouvements religieux, comme la PCC, comme la CBC, qui opèrent largement dans le nord-ouest et du sud-ouest, dans les systèmes de santé, je lisais un document interne là, il y a d'autres jours, CBC, Health Services, par exemple, 4000 personnels doivent rentrer à la maison. Donc l'impact n'est pas simplement du système de santé, l'impact n'est pas simplement au niveau de fourniture des médicaments, ou bien l'achat des médicaments, ou bien les médicaments simplement, mais il y a l'aspect l'emploi. Et quand on commence déjà à voir les emplois qui disparaissent avec USAID qui employait d'abord les Camerounais, il y a un aspect de la cohésion sociale. Vous allez trouver les emplois là où? Je reviens sur la santé. Pourquoi j'insiste sur la santé? Quand Donald Trump coûte même l'argent pour le Cameroun, on peut même comprendre, ou bien le Nigeria, comme il a fait pour tous les pays. Mais il ne s'est pas arrêté là. Le Fonds mondial reçoit les financements américains, c'est gelé.
Donc l'assistance qu'on recevait du Fonds mondial avec la rareté des ressources qui s'exprimaient déjà au niveau des autres pays s'ajoute. L'Organisation mondiale de la santé, il a dit au revoir. Quand j'ai fini de dire ça, tout le monde qui s'assoit chez lui à la maison doit décider s'il doit avoir paix ou non. Et curieusement, vous savez, la personne qui gère tous ces programmes au niveau du gouvernement américain, c'est un Camerounais qui est devenu américain, qui a été ici l'année dernière, un bon produit de l'université de Yaoundé 1, je ne vais pas citer le nom. Le directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida à Paris a indiqué que la lutte contre le VIH, et je voudrais qu'on en parle cette fois, la lutte contre le VIH est devenue au fil des années un modèle de coopération internationale exemplaire qui a fait la démonstration que la bataille contre les grandes épidémies ne peut être gagnée pays par pays. Alors maintenant que cette stratégie est remise en cause, que deviennent les personnes vivant avec le sida? Que devient le Comité national de lutte contre le sida? Qu'est-ce qu'on fait? Justement, Séverin, je crois que je vais rebondir à partir de Charles, qui a été super alarmiste, dans lesquels il y a des choses vraies et des choses pour lesquelles je crois qu'on va devoir réajuster pour le grand public. Bon, déjà, il faut dire que dans le contexte camerounais, nous avons reçu l'annonce d'abord de façon non officielle, en tant que des coopérants américains dans le domaine santé. Le ministre a eu l'information à temps. Et c'est la raison pour laquelle, dès que le communiqué officiel est sorti le 25 janvier, avec le ministre, on a eu juste 3 jours de travail pour sortir notre premier plan de mitigation de cette crise. Et le plan de mitigation qu'on a sorti avec le ministre, je dis bien 3 jours, est un plan dans lequel on a mis des actions à court terme, en 3 mois, qui est en fait la durée de la suspension. Les actions à moyen terme, 3 mois à 1 an. Des actions à long terme, 1 an et plus. Et ce plan de mitigation a justement été costé. Et pourquoi ce plan a été fait rapidement? On va également le souligner. Oui, on a anticipé, mais aussi parce que nous avons au Cameroun un plan stratégique national qui va dans une durée de 3 à 5 ans. Et donc, dans ce plan, on connaît précisément quelle est la contribution du gouvernement américain, on connaît précisément quelle est la contribution qui vient du Fonds mondial, et sur la base de ces différentes contributions, sans oublier notre fonds domestique, qu'on appelle les fonds de contrepartie que l'État met chaque année dans la lutte contre le sida, on a pu directement voir les gaps. Et dans ces gaps, qu'est-ce que nous on a constaté? Maintenant, ça a été intégré dans le budget qui vient d'être voté. Justement, je vais vous dire comment est-ce que... Parce qu'on parlait d'anticipation tout à l'heure, oui. Et Donald Trump n'a pas été élu hier. Oui, il le disait déjà pendant la campagne. Ma question est de savoir, est-ce que vous qui avez senti le problème venir, est-ce qu'on a pu intégrer ça dans le budget de sorte qu'on ne soit pas surpris parce que ce qui peut arriver? Oui, donc justement, la contribution du gouvernement américain couvre 38% du budget pour la riposte contre le VIH-Sida au Cameroun. Et ce budget couvre essentiellement quel domaine? C'est plus le domaine de la coordination. Il y a le bureau des Américains ici, et puis il y a une partie des tests que nous utilisons pour évaluer si le traitement marche, la charge virale. Ça permet d'acheter la moitié. Ce n'est pas seulement le fonctionnement, comme disait Joseph. Hein. Oui, et donc pour... Majoritairement. Oui, mais je dis vraiment pour compléter aussi, c'est que on a des personnels qu'on appelle les agents psychosociaux, les agents chargés de remplissage des registres, qui nous aident sur le terrain. Bon, maintenant est-ce qu'ils seront mis... Vous allez faire comment? Le ministère va redéployer? Voilà, naturellement, le budget 2025 de l'État du Cameroun va connaître un choc. Une autre ordonnance du président de la République. Le secrétaire permanent ne veut pas ce ton alarmiste. Je n'ai pas fini. Je ne suis pas alarmiste. Charles a dit 4000 personnes, mais en fait, il s'agit au total de 2332 personnels de santé, toutes catégories confondues, qui sont touchés par cette situation. Du ministère de la Santé. Moi, je parlais de CBC Health Service. Oui, mais CBC... Le côté SIDA, on les décompte tous. Donc, non, je parle de tous les programmes. Ok, d'accord. Là, c'est différent. Et donc, qu'est-ce que nous, on a fait au ministère Santé? Déjà, de un, on a identifié les risques à court terme. Et il faut bien informer le grand public. Les antirétroviraux qui constituent le capital pour le VIH ne sont pas sous financement américain. Les antirétroviraux sont à 100% sous financement
Fonds mondial et sous financement des fonds domestiques du Cameroun. En l'occurrence, nous, on alloue les antirétroviraux de 2e et de 3e ligne. C'est autant de choses que le grand public doit vraiment le savoir. Et les patients ne sont pas inquiétés pour la disponibilité de leurs médicaments. De deux également, nous avons aussi le test qu'on a dit qui est utilisé pour faire la charge virale. Ce test-là également, la moitié est déjà acquis par le système du Fonds mondial et nos fonds domestiques de contrepartie. Et on ne l'a pas vraiment dit aussi assez, durant ces 90 jours de crise, la levée est déjà presque totale. Pourquoi totale au Cameroun? Lorsqu'on a eu l'annonce, le Cameroun a renvoyé la requête qui avait été demandée comme pays. Et cette requête a permis que au 6 février, nous avons eu ce qu'on appelle le Notice of Award mise à jour. Et dans ce Notice of Award, on a réouvert toutes les activités qui, au départ, on avait limité aux activités de la clinique et du laboratoire. Maintenant, on a réouvert même aux surveillances. C'est pourquoi CAMFIA, Cameroun Population HIV Based Assessment, CAMFIA est entièrement réouvert. C'est une activité de surveillance qui permet au Cameroun de mettre à jour les statistiques sur le VIH au Cameroun. C'est entièrement ouvert. Maintenant, le seul côté, comme le disait Joseph Mbom, les populations clés, est le côté où on estime que le gouvernement américain n'est pas très confortable. Mais au Cameroun, les populations clés bénéficient du traitement antirétroviral comme tout le monde. Donc, il n'y aura pas d'interruption. De la charge virale comme tout le monde. L'abandon des traitements. Il faut le dire aux gens. On n'a pas d'interruption thérapeutique. Et actuellement, nous avons un outil électronique qui permet de voir les médicaments au niveau central, à la CENAMI, au niveau régional, les fonds régionaux pour la santé, et au niveau des sites. Donc, en termes de médicaments, tout est disponible. Maintenant, ressources humaines, parce que là, on a soulevé ça, mais je n'ai pas eu l'occasion d'expliquer les ressources humaines. Les ressources humaines, qu'est-ce que nous, on a fait sur le site comme mesure de mitigation rapide? On a demandé, le ministre a demandé aux différents chefs des hôpitaux de redéployer rapidement un personnel de l'État pour continuer le service. Et nous, on a pris des mesures pour que, même si le financement américain revient entièrement dorénavant, dans tous les sites de prise en charge, le leadership de la riposte doit être assuré par un personnel de l'État. Non, Charles, laissez Joseph parler aussi. C'est très bien tout ce qui est fait. Mais vous avez évoqué vous-même tout à l'heure un premier fait qui soit que le financement du gouvernement américain, c'est 38% du budget de la riposte contre le VIH-Sida. Oui. Ça veut dire que la main qui nous comprend, ou bien celui qui n'a pas fait économie, ça veut dire que si le Cameroun a 1000 francs de budget pour lutter contre le sida, les Américains représentaient 380 francs. Ça veut dire que si les Américains lèvent leurs 380 francs, le Cameroun reste avec 620 francs. Vous comprenez que... Le Cameroun ne reste même pas avec 600 parce qu'il y a une partie qui vient du Fonds mondial. Non, je ne suis pas encore arrivé. Je commence juste par ce fait-là pour dire que le premier pan déjà, c'est qu'il y a ce gap. Docteur, quand vous savez également que la stratégie en matière de santé 2016-2030 au Cameroun, en lui-même en termes de financement global de la santé, a un gap de plus de 5 milliards de francs CFA. Ça veut dire que, de façon globale, le Cameroun n'a pas assez d'argent pour financer sa stratégie en matière de santé. Si vous évoquez, oui, j'en viens. Si vous évoquez ici que les ARV n'auront pas de problème, mais ne perdons pas de vue que pour que les ARV soient achetés, acheminés au Cameroun et distribués aux patients directement, il y a quand même une chaîne de logistique, une chaîne de ressources humaines, une chaîne de coordination. Et que nous savions quand même que jusqu'ici, malgré les fonds qui étaient disponibles, le Cameroun n'avait pas encore atteint les 3,95. Donc, cela dit, permettez-moi, cela dit, vous avez compris tout à l'heure, Dr Foucault l'a dit subtilement, hein, en disant que le ministre a demandé qu'on remplace
le personnel... Qu'on redéploie. Mais ça veut dire qu'on remplace le personnel qui a été géré par les fonds des États-Unis par le personnel du ministère de la Santé. Mais ce personnel, comme vous le savez, est déjà insuffisant en milieu hospitalier. Donc aujourd'hui, il est question pour ma part que l'État du Cameroun, comme Charles le disait, doit faire une ordonnance budgétaire pour endiguer, parce que là nous parlons que santé. Peut-être qu'il ne faudrait pas donner l'impression à nos populations que c'est la catastrophe qui avance. Personne. Il ne s'agit pas de la catastrophe. Seulement, il faut Professeur. que nos populations comprennent que la mesure américaine ne manque pas d'incidence. Seulement, le gouvernement a pris le taureau par les cornes, a compris le problème et est en train de mettre en place un certain nombre de mesures qui vont porter des fruits. Deuxièmement, il ne faudrait pas, dans cette démarche, que le gouvernement oublie que certains des partenaires sur lesquels il compte seront affectés par la même mesure que les États-Unis ont prise. C'est-à-dire, ceux qui peuvent lui apporter des soutiens seront eux aussi affectés parce que leurs financements dépendront des dotations américaines. Je vais rebondir dessus. Parce qu'en fait, beaucoup de choses sont dites, mais on doit être précis. On doit être très précis. Pour le côté du financement pour les 3 grands programmes au Cameroun, le programme tuberculose reçoit environ 5% du gouvernement américain. Ça veut dire que le reste, c'est le Fonds mondial et les fonds domestiques. Le paludisme est couvert dans 2 régions sur 10 par le financement américain, dans l'extrême nord. Ça veut dire que durant ces périodes saisonnières de paludisme, on a besoin des chimioprophylaxies dans ce côté-là. Et je rassure encore Charles, le Fonds mondial, dans lequel les Américains mettent 1/3, ce financement n'a pas été gelé. Ce financement est pleinement disponible. Et je rassure également mon frère Joseph Benboum, lorsque nous parlons du gap de 38%, c'est uniquement ce qui vient du côté américain. Lorsque vous regardez ce que nous on a dans le Fonds mondial, qui est un cycle de financement qui va jusqu'en fin 2026, nous avons la latitude de redéployer les financements. Et là, nous avons déjà redéployé les financements. Oui, docteur, je finis. Selon les besoins essentiels, on a redéployé. Et j'ai aussi suivi que ce que le gouvernement américain a donné comme limite, il y a du flou. Il n'y a pas du flou. Il y a 3 grandes catégories d'activités. Première, c'est la prévention. L'Amérique a dit en prévention, je continue avec la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, qui au Cameroun aussi est la priorité numéro 1. Nous sommes d'accord. Permettez-moi d'utiliser le mot en anglais pour vous accompagner, parce qu'il faut que les gens comprennent mieux. En anglais, l'expression est même plus explicite. Life saving. Life saving. Ça veut dire que si ça ne concerne pas life saving, voilà, sauver une vie, on va mettre ça à côté. Maintenant, le deuxième groupe également, ce sont les adolescentes et les jeunes filles chez qui on sait que le risque d'infection est 9 fois plus élevé que leurs pères garçons. Ça, c'est aussi un côté où on va continuer avec l'accent sur la prévention. Maintenant, le numéro 2 en termes de bloc, c'est le traitement et la prise en charge. Toute cette composante-là a été reprise par le gouvernement américain. Oui, mais quand on dit que c'est flou, c'est parce que l'implémentation est difficile de déceler. L'assistance technique de l'USAID concerne aussi les centres de recherche. Il faut que le docteur Fokam se souvienne que la riposte du VIH n'est pas que gouvernementale. La riposte du VIH, elle est globale. Elle est multisectorielle. Elle n'est même pas seulement ministère de la Santé. Je ne vous apprends rien. Vous êtes le secrétaire permanent. Le fait aujourd'hui, quand on dit, il a évoqué par exemple le volet recherche, il y a le volet communautaire, il y a plusieurs volets. Vous savez très bien qu'il y a des organisations qui recevaient des financements qui ne passaient pas par l'État du Cameroun, qui recevaient des financements, mais qui aujourd'hui se retrouvent... Mais là, le président Trump, il a raison de geler ça parce que... Oui, je veux dire, mais c'est ça qu'on est en train de dire, que cela, à la fin de la journée, je comprends très bien que le ministère est en train. Mais ce que nous voulons dire, c'est que il y a un plan.
Mais il y a qu'on peut faire une répartition. Le patient tout de suite ne va pas ressentir peut-être des effets. Mais dans la lutte de façon globale, dans la riposte de façon globale, le docteur Foucault me le dira par le contraire que les ressources disponibles n'étaient déjà pas suffisantes. Et il y avait besoin de plus de ressources. Je vais rebondir sur ce Et il y avait besoin de plus de que je vous ai ressources. dit. Donc ce qui est en train d'être fait permet de contenir. Mais si il n'y a pas de solution plus pérenne, cela risque de créer des retards dans le programme, par exemple, du Cameroun, dans son objectif d'éliminer le VIH, d'atteindre les 3,95 à échéance. Oui, les pays affectés demandent au gouvernement américain de reprendre immédiatement le financement de toutes les aides humanitaires et sanitaires critiques. Ça, je l'ai lu dans le journal Le Monde. Oui. Le ministre de la Santé publique s'est prononcé sur le gel de l'aide américaine et ses effets. On va d'abord écouter, avant votre réaction, le ministre, le docteur Manaouda Malachi. Nous avons instruit nos collaborateurs sur le plan régional, que ce soit les délégués régionaux, que ce soit le groupe technique régional, que ce soit les OBC, n'est-ce pas, les organisations à base communautaire, qui étaient dans ce programme PFA, PMA, qui dispensaient les ARV, qui allaient sur le terrain pour pouvoir faire du diagnostic. On leur a demandé de continuer comme si de rien n'était, parce que nous allons trouver le moyen de substituer, n'est-ce pas? Là où il n'y a pas un financement, il n'y avait pas un financement national, nous allons substituer avec un financement national. Et donc, sur le terrain, il ne devrait pas avoir de changement notoire, il ne devait pas avoir de difficultés particulières à avoir accès à ces ARV, par exemple, au traitement antibio de palu, ou alors à pouvoir faire un diagnostic ou un test de CD4. Alors, on a écouté le ministre de la Santé publique. Je vous laisse réagir à ce que disait Joseph. Oui, et justement, tout ce que je dis découle des travaux que nous avons faits avec le ministre. Et vraiment, je crois que le Cameroun a la chance d'avoir un ministre jeune, dynamique, qui ne nous laisse pas dormir. Et je crois que lorsqu'il m'a dit hier de venir dans ce plateau, à l'espace de moins de 24 heures, c'est parce qu'on avait déjà assez travaillé sur le sujet. Donc je répondis pour dire quoi? C'est pour dire que le Cameroun, au niveau mondial, est un des rares pays à avoir développé un plan de mitigation en 3 jours. Et ce plan de mitigation, aujourd'hui, a été présenté aux instances internationales et d'autres pays sont en train de copier ce plan de mitigation. Mais pourquoi est-ce que le Cameroun l'a développé rapidement? Je l'ai peut-être dit, mais pas assez. Le Cameroun avait déjà mis en place un plan de pérennisation de la riposte. Et dans ce plan de pérennisation de la riposte, il est question d'assurer le leadership de plus en plus au niveau des autorités camerounaises. Et comme programme SIDA, je crois que EcoSanté l'a souligné également, comme programme SIDA, nous travaillons également avec les organisations à base communautaire. Donc, lorsque nous parlons de notre plan de riposte durant cette période de crise, ce plan de riposte intègre également les organisations à base communautaire, la société civile. Et je vous rassure encore ici que le retour des financements a été fait pour toutes ces différentes entités. Nous sommes en train de planifier pour le pire, pour espérer le meilleur. Ça veut dire que même d'ici 3 mois, le gouvernement américain est en train de faire une révision stratégique. Quand il aura tenu compte des réactions venues des pays partenaires, on sait que ça, on l'a appris sur ce plateau. Oui, il y a eu Elon Musk qui a été nommé comme ministre de l'efficience nationale. Ça signifie qu'ils vont y juger si un financement n'est pas efficient, ils ne pourront pas continuer avec ce financement. Donc nous sommes dans une posture où même s'il n'y a pas de financement, après les 3 mois, on a les moyens pour continuer. Les ARV sont disponibles. Le personnel a été redéployé dans le site pour couvrir le gap. Les allocations du fonds du gouvernement américain ont été redéployées dans le Fonds mondial. Et pour ça, le Fonds mondial, ayant vu un plan de mitigation concrète, budgétisé, nous accompagne dans cette démarche-là. Maintenant, ce que nous voulons aussi, Séverin, que le grand public encourage le ministère, c'est ces efforts qui ne sont pas encore vraiment enracinés dans nos pratiques. Le gouvernement camerounais met des fonds de contrepartie pour
accompagner la riposte. Et cela se manifeste beaucoup par la couverture santé universelle, dont beaucoup doutent. Et moi, je le redis encore ici, au Cameroun, personne ne paye les carnets pour consulter pour le VIH. Les tests sont gratuits. Et pour les tests, je vous dis, on a les tests disponibles pour les 1 an. Les tests sont disponibles. Et le test au Cameroun n'est pas seulement le test du VIH qu'on fait maintenant. On fait la triple élimination pour les femmes enceintes et pour les populations vulnérables. Ça veut dire quoi? Nous faisons VIH, syphilis et hépatite B pour les femmes enceintes et les populations vulnérables gratuitement. Si tu as les maladies opportunistes, comme la tuberculose, comme la toxoplasmose, comme la pneumonie, on teste et puis on traite. C'est autant d'efforts que nous voulons vraiment faire comprendre au grand public et pour que la couverture santé universelle ait une loi au Cameroun. Si elle n'a pas une loi, je vous garantis qu'on demeurera plus ou moins fragile. Jusqu'à présent, le pays peut-être contribué à hauteur de 5%. On voudrait voir cette canne monter à 10, voire 15%, comme la déclaration d'Abuja pour la santé. Et si on réussit à pousser la canne même à 10%, je vous garantis que la pérennisation sera davantage rassurée pour nos pays. Surtout qu'on va arriver à un niveau où on pourra commencer à produire même les tests. D'accord. On va accueillir le docteur Pierre-Yves Ngolok, l'IHEP. Il est expert en droit privé et internationaliste. Merci d'être là. Merci. Vous arrivez au moment où nous parlons des récentes décisions des autorités américaines qui affectent, comme on l'a vu, le monde entier, des décrets qui ont été signés par le président Trump qui affectent la marche du monde. Alors, vous suivez particulièrement un sujet d'actualité que nous connaissons tous, l'affaire d'emploi en Afrique du Sud. En liaison avec les décrets signés par le président Trump, est-ce qu'il y a une évolution? Bien, au niveau de l'Afrique du Sud, nous pouvons dire qu'ils ont décidé, les Sud-Africains, que la messe est dite de leur côté, parce que... la messe est dite, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a plus possibilité d'un quelconque recours à leur niveau, parce que l'Afrique du Sud a adopté une procédure jamais vue dans le monde, en galvaudant et en maltraitant même le droit dans tous ces États. Ce qui fait que lorsqu'on a appliqué le non-droit, on ne peut pas dire à ce niveau qu'il y a encore possibilité, sauf si on emploie d'autres mécanismes qui peuvent être les mécanismes diplomatiques et même les mécanismes économiques. Nous allons parler des mécanismes économiques en termes de riposte économique. Et l'affaire également pendante devant les tribunaux du Cameroun. C'est très compliqué pour ça, cette affaire-là, avec des relents diplomatiques. Je pense qu'il faut absolument le levier diplomatique. Parce qu'au moins la diplomatie permet de retricoter ce qui a été détricoté. Si sur le plan du droit, il a dit, tout le monde l'a compris, l'Afrique du Sud a adopté une démarche assez curieuse et notre compatriote est victime. Il faudrait qu'au niveau du Cameroun, il y ait une clarté dans la démarche. Et les tribunaux camerounais ont été saisis. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bien, en effet, le tribunal de Bonandio a prononcé la saisine conservatoire afin que les sommes détenues de 140 milliards soient, n'est-ce pas, gelées. Mais MTN, ou alors la structure sud-africaine, a interjecté appel. Et même en appel, le groupe Baba Dampoulou a toujours gagné, mais elle est allée jusqu'à la Cour suprême. Donc on se retrouve aujourd'hui à la Cour suprême en attente d'une décision, d'un verdict final. Oui, c'est vrai, si je peux coller un petit mot, permettez, parce qu'à ce moment, vous savez que j'ai un petit pied en Afrique du Sud. Nous préparons la conférence mondiale. J'ai appris, pendant que nous préparons la signature de la convention avec le gouvernement sud-africain, quand même qu'ils ont des règlements et des lois, pas comme dans beaucoup de nations. Même des pays développés, on a fait face. Et je pense que je remercie le haut-commissaire du Cameroun en Afrique du Sud, qui dès le premier jour que nous sommes arrivés nous a dit « Venez d'abord, même si vous êtes avec les autres pays du monde, venez que je vous explique la particularité sud-africaine. » Et je pense que le cas Baba Dampoulou
mérite que la haute diplomatie camerounaise puisse s'y pencher, parce que ce qu'on a appris, Dieu merci, on l'a appris avant la signature d'une autre convention, c'est que l'Afrique du Sud, en matière de contrats, tout ce qui est contrat commercial, ne relève pas d'une autre juridiction que de la juridiction sud-africaine. Et seules les lois sud-africaines s'y appliquent. C'est un feuilleton long, complexe, hein, l'affaire. Oui, en effet, pour rebondir sur... Est-ce que vous pensez un jour obtenir réparation? Nous pensons obtenir réparation. Dans cette complexité-là? Oui, dans cette complexité, au-delà de ce que le confrère vient de dire tout à l'heure, l'Afrique du Sud ne peut pas parler de particularités quand on sait qu'il y a au moins des procédures communes. Continentales, des procédures même internationales sur le plan processuel, sur le plan bancaire classique. On foule tout au pied, mais que l'on vient nous dire qu'il y a des particularités. Comment refuser même le droit à la défense à une partie en refusant systématiquement les passeports, c'est-à-dire les visas aux avocats camerounais pour rester en justice? Quelle particularité sud-africaine se trouve dans une telle démarche? Donc, il y a eu toute une stratégie à spolier les biens, n'est-ce pas, d'un Camerounais, et il faudrait qu'on se le dise. Parce que même lorsqu'on parle de la liquidation judiciaire est le dernier recours. Alors, on ne se lève pas du jour au lendemain pour liquider les biens. Et encore, il s'agit des entreprises. Parce qu'une entreprise n'est pas un bien lambda. Pour liquider une entreprise, ça demande des procédures longues. Mais comment saisir, liquider en l'espace de 2 mois sous prétexte qu'il y a une particularité sud-africaine? Que non, le droit n'a été appliqué nulle part. Docteur Pierre-Yves Ngolo, l'IHEP, c'était une parenthèse, on va la refermer. Nous restons dans notre environnement avec ce qui se passe aux États-Unis et qui affecte le monde entier. On va sortir par là. Merci beaucoup d'être venu. Charles Sebouni, il est parti. Peut-être qu'il est parti. Alors, j'avais une dernière question à vous poser. Hein. C'est-à-dire que la logique des Américains n'est-elle pas de nature à amener le monde entier aujourd'hui à repenser les systèmes de santé, qui soient moins dépendants? Parce que ce qui se fait là, ils ne vont pas s'arrêter. Dès lors que le président américain va se rendre compte que oui, l'aide humanitaire, voici ce que je gagne, et que je peux gagner davantage, peut-être qu'il va serrer, il va visser. Effectivement, c'est vrai. Votre propos rentre dans la logique des interventions qui avaient déjà été mises en place par le ministre de façon anticipée. Et pourquoi? Parce qu'on avait déjà commencé à voir la rareté des ressources. Et à cause de cette rareté des ressources, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour assurer le leadership? Et je peux vous garantir ici, même dans les réunions avec les partenaires, c'est nous qui tenons le leadership de Renavant au Cameroun, depuis quelques années déjà. C'est vrai, je vous explique vraiment notre démarche stratégique. Le Cameroun est inscrit dans une logique où d'ici horizon 2030, on doit atteindre l'élimination pour le sida, la tuberculose et le paludisme. Et pour le sida, c'est quoi l'élimination? C'est 2 choses, c'est vrai. 2 choses simples. Ne plus avoir des personnes qui meurent du VIH en 2030. Ne plus avoir de nouvelles infections d'ici 2030. Et pourquoi? Parce qu'on aura mis tout le monde sous traitement. Mais pour avoir ces résultats-là, il vous faut des ressources. Et ma question revient sur les ressources. Parce que le problème des Américains, c'est limiter ces ressources-là. Oui, dans la logique d'une stratégie globale, c'est bien, il faut se fixer ces objectifs-là. Maintenant, est-ce que vous aurez les moyens de conduire cette stratégie? C'est ça ma question. Justement, en termes de moyens, dans notre plan stratégique, nous voyons les financements extérieurs diminuer et les financements domestiques monter. Okay. Ça, on l'a prévu. Et je veux aussi juste rassurer un dernier mot pour dire que dans cette optique où le Cameroun doit éliminer le sida d'ici 2030, on doit atteindre les 3,95 en fin 2025. C'est quoi les 3,95? 95% des personnes qui vivent avec le VIH doivent connaître les statuts. 95% de ceux qu'on identifie comme VIH doivent être mis sous traitement antirétroviral. Et 95% de ceux qui sont traités doivent avoir une charge virale contrôlée. Et une charge virale contrôlée signifie que tu ne peux plus infecter, même sans préservatif. Au long terme, c'est pour dire qu'en termes de ressources humaines, le communiqué du président de la République pour le recrutement de 9 994
nous mettons déjà un paquet de ces personnels payés par les Américains qui pourront être absorbés, alors qu'actuellement déjà, on a mis en place un plan de redéploiement efficace. Joseph, en quelques secondes, est-ce que le moment n'est pas venu de penser à des systèmes de santé moins dépendants? Lui-même l'a dit tout à l'heure que si le Cameroun, si le décideur politique pouvait prendre la décision peut-être pour le budget 2026, que dès 2026, le Cameroun met au moins ce 10% de son budget au secteur de la santé, non, c'est vrai, on sera moins dépendant. Mais est-ce que cette volonté et cette décision politique arrivera au Cameroun? Je ne sais pas. Je finis en disant, on parle de couverture santé universelle. Docteur Fokama très bien de l'évoquer. Il reste fragile, il reste faible et précaire tant qu'il n'y a pas la loi sur la couverture santé universelle. Une fois encore, décision politique. Donc moi, je ressors peut-être, je ressors à vous de laisser la parole, c'est vrai, en vous disant, oui, le Cameroun c'est possible pour le Cameroun d'être moins dépendant des financements extérieurs en matière de santé, mais nous avons besoin, au-delà de la volonté politique, d'allouer plus de ressources de l'État dans le secteur de la santé que cela ne se fait pour le moment. Oui, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut avoir le courage de dire, nous avons choisi une approche thérapeutique dans laquelle nous serons toujours dépendants des autres. Si nous ne diversifions pas nos approches thérapeutiques et que tout le matériel est fabriqué par les autres, notre niveau de dépendance sera important. Mais si nous optons pour des alternatives, pour combiner aux approches thérapeutiques occidentales, les approches thérapeutiques pour lesquelles nous ne sommes dépendants que de nos ressources biogénétiques, nous pouvons avoir suffisamment de leviers à l'avenir. Nous arrivons à la fin de cette édition de Scène de Presse. Vous l'avez constaté, il y a eu beaucoup d'entrées. Merci à tous les invités. On va dire merci à Dr Pierre-Yves Ngolok Liep qui était là, professeur Paul Batibonak, Dr Joseph Fokam, Yaya Bello Daïlalou, Charles Ebouné, Joseph Mbeng Boum qui est également là. Nous avons abordé des sujets qui vous concernent aussi. Ce n'est qu'un échange. Vous pouvez continuer la discussion à la maison, ayant bien sûr en background maintenant des éléments assez objectifs pour apprécier la situation. Mais ce qu'il faut dire, et ce que je retiens du secrétaire permanent du Comité national de lutte contre le sida, c'est qu'il n'y aura pas d'interruption ou l'abandon des traitements. Ça, il faut le retenir. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.